Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour assister à cette conférence qui s'inscrit dans le cycle des quatrièmes de couverture, cycle qui a vocation à présenter notre activité éditoriale. L'ouvrage aujourd'hui présenté s'intitule « Amphithéose et fief au Moyen-Âge », édition critique et commentaire du Tractatus de Iure Amphithéotico de Pierre Elie. Le sujet en est l'institution romaine redécouverte au XIIe siècle de l'amphithéose, plus précisément le traité rédigé au XIVe siècle du juriste toulousain Pierre Elie, qui s'attache à établir la nature du bail amphithéotique en le comparant au fief. Alors je présente rapidement les deux intervenants que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Clément Tisserand est archiviste paléographe. Vous avez soutenu votre thèse d'école des Chartes, dont est issu cet ouvrage, si je ne m'abuse, en 2013. Diplômé de l'ENSIB en 2014, vous avez été conservateur des bibliothèques au ministère de l'Enseignement supérieur, puis à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations. Vous êtes actuellement responsable de la bibliothèque de droit et sciences humaines et sociales Pierre Sineux de l'université de Caen-Normandie. Votre ouvrage « Amphithéose et fief au Moyen-Âge » a été récompensé par le prix Madeleine Lenoir 2019, qui est décerné par la Société de l'École des Chartes. Et Patrick Arabert, vous êtes professeur d'histoire du droit civil et du droit canonique à l'École des Chartes. Voilà, donc je ne m'attarderai pas plus et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Je prends la parole pour avoir, à la suite d'Alban, pour avoir une pensée pour Géraldine Hu, directrice des publications de l'école, qui, étant souffrante, n'a pas pu être des nôtres ce soir, mais je me fais le porte-parole de Clément pour lui dire, lui et moi, toute la reconnaissance que nous lui devons pour le très beau travail, pensons-nous, qu'elle a encore une fois accompli pour la publication de l'ouvrage qui nous réunit ce soir. Je suis très heureux et en vérité tout simplement très fier de prendre part à cette présentation du livre de Clément Tisserand, qui, comme on vient de vous le dire, est issu d'une thèse signalée de l'École des Chartes, pour le dire en un mot, parmi les meilleures de celles que j'ai pu suivre, en collaboration avec les professeurs Yves Sassier et Franck Roumy. Je ne rappellerai pas la carrière de Clément Tisserand, puisqu'elle vient d'être, le rappel vient d'en être fait. Une carrière donc qui l'a menée aujourd'hui à la direction de la bibliothèque de droit et sciences humaines et sociales de l'université de Caen. Mais à l'occasion de la publication de ce livre, qu'encore une fois j'ai la faiblesse de croire important, eh bien il revient, et nous revenons tous les deux à certaines amours, à savoir le droit méridional. Pour ce qui me concerne, évidemment, j'ai du mal à cacher le bonheur que j'ai eu et que j'ai toujours de me plonger dans un bain où évoluent les juristes méridionaux de la fin du Moyen-Âge. Et pour être moins présomptueux, sans doute, je dirais que je suis aussi heureux de représenter mes maîtres, et surtout, je me souvenir ici, avec une certaine émotion, du regretté professeur Henri Gilles, professeur à l'Université des sciences sociales de Toulouse, qui a été le véritable inventeur de Pierre Elie. Et je n'oublie pas non plus ici mon prédécesseur, Gérard Jordanengo, dont vous voyez que la thèse d'École française de Rome est porté sur ce présentoir, qui lui aussi, comme grand spécialiste de droit féodal savant, et à vrai dire encore aujourd'hui sans doute le seul en langue française, a rencontré Pierre Elie sur son chemin et l'a mis en exergue pour encourager une étude de fond, en dépit du voile d'obscurité apparente qui recouvrait l'homme et l'œuvre. Donc Pierre Elie, c'est un juriste bien chanceux, à mes yeux, car il a trouvé en Clément Tisserand, comme pour rester dans le ton, comme son glossateur. Ils ne sont pas si nombreux dans l'ère française, et le co-directeur du dictionnaire des juristes français en sait quelque chose. En vérité, et j'en terminerai ainsi, quand je propose à la vente, si j'ose dire, l'expression est cavalière, ce type de sujet concernant l'œuvre d'un juriste, je m'étonne guère de ne pas trouver rapidement preneur. Rien d'étonnant, parce que ce n'est pas niable, les études sur la doctrine médiévale comportent d'innombrables difficultés et pièges qui peuvent parfois
peser, sinon écraser, la bonne volonté du débutant. Mais vous, Clément, vous n'avez pas eu peur et nous avons, au terme de cette aventure, le beau livre que voici, d'un historien du droit, qui, comme il le devrait toujours, à mes yeux, est tout simplement un livre d'histoire. Et je vous laisse la parole pour le présenter vous-même, ainsi que l'auteur. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Donc, je suis très heureux de revenir à l'école des Chartes, parce que ça faisait très longtemps que je n'y étais pas allé. Un petit peu sur les lieux du crime qui a conduit à la publication de ce livre. C'est vraiment les locaux sont superbes, parce que j'étais encore dans les locaux de l'école des Chartes à la Sorbonne, donc je trouve que c'est encore des conditions d'études et de recherche qui sont remarquables, qui le sont encore plus qu'elles ne l'étaient lorsque j'y étais étudiant. Et puis la bibliothèque également est extrêmement belle, parce que j'ai pu également y faire un tour cet après-midi. Donc c'est un grand plaisir de revenir ici. Je tiens d'abord à remercier très chaleureusement et très sincèrement Monsieur Arabert, puisque c'est lui qui le premier m'a invité à travailler sur Pierre Élie, et plus particulièrement sur son traité sur l'amphithéose. Et par la suite, c'est également lui qui m'a aiguillé et a dirigé ses travaux de très près. Alors, on va reparler à propos du traité sur l'amphithéose de Pierre Élie, d'écriture à plusieurs mains. Je crois que s'il y a quelques intérêts à l'ouvrage, il en a été à chaque fois, si ce n'est l'auteur, du moins l'inspirateur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi de dire. Monsieur Harbert a déjà remercié Géraldine Hu. C'est effectivement également grâce à son travail qu'on a ce bel objet, je veux dire en termes formels, physiques. Et puis je remercie également du coup la Société de l'École des Chartes, grâce au concours de qui ce livre a pu être publié. Donc pour vous présenter ce livre en quelques mots, donc Pierre Élie, comme d'autres professeurs de droit civil avant lui et après lui, s'est intéressé à l'amphithéose principalement pour deux raisons. D'abord parce que c'est un mécanisme juridique qui lui a paru propre sans doute à décrire certaines réalités contemporaines par rapport au beau foncier qu'il observait dans la société toulousaine au XIVe siècle. Et d'autre part parce que c'était déjà dans le droit romain une institution qui faisait preuve, enfin qui dans le droit romain était décrite non sans quelque hésitation et parfois contradiction. Donc Pierre Élie est un juriste, professeur de droit civil, et donc comme tous les professeurs de droit civil, il mène sa propre réflexion doctrinale sur la base des compilations de droit romain qui ont été effectuées par Justinien au VIe siècle. Et donc à ce titre, je vais d'abord peut-être commencer par vous présenter, même si ce n'est pas le fruit de ce travail, rappeler quelques traits saillants sur le droit des biens dans le droit romain, parce que c'est celui que va utiliser Pierre Élie, et plus particulièrement sur l'apparition de l'amphithéose dans le droit, dans les compilations justiniennes, telles qu'elles vont donc être utilisées par Pierre Élie au XIVe siècle. Donc dans le droit romain tel qu'il apparaît dans les compilations justiniennes, le droit exercé par excellence sur une chose, c'est bien sûr la propriété quiritaire qui se caractérise par un pouvoir exclusif qu'un citoyen romain va exercer sur une chose, donc le pouvoir d'en tirer les fruits, d'en user et d'en abuser, selon l'expression qui a été utilisée en droit romain. Et donc cette propriété quiritaire qui est absolue, la chose appartient à quelqu'un, elle va en réalité, par des adaptations successives, connaître un certain nombre de limites, puis différents avatars qui vont donc ensuite être assemblés dans les compilations de Justinien au VIe siècle. Donc il va d'abord y avoir un certain nombre de droits qui vont constituer des entraves à ce droit de propriété exclusif, tel qui d'ailleurs, c'est encore la propriété dans le code napoléonien, et encore d'inspiration de cette propriété quiritaire telle qu'elle apparaît dans le droit romain. Bon, donc elle va connaître des limites donc,
par l'apparition des servitudes, par exemple un droit de passage que des particuliers peuvent exercer sur une propriété qui appartient à un citoyen. Et également, d'autres formes de protection vont être données à des citoyens qui ne peuvent pas, pour des raisons de fond ou de forme, justifier pleinement d'une propriété qu'héritaire. Donc ça va être par exemple ce que le droit romain appelle des interdits possessoires, mais en gros il s'agit donc de protéger le possesseur effectif d'un bien foncier à un moment donné contre par exemple un usurpateur, en considérant que l'exploitant d'une terre, quand bien même il ne pourrait pas faire valoir un titre de propriété selon les formes voulues par le droit romain, doit quand même être protégé contre quelqu'un qui viendrait par exemple usurper sa propriété par violence. Donc le droit romain considère dans ces cas-là que le possesseur de la terre, le possesseur d'un bien, doit être préféré, quand bien même il ne satisferait pas à toutes les conditions exigées par la propriété qu'héritaire, doit être préféré à quelqu'un qui lui aurait pris par violence son bien, ne serait-ce que pour des questions d'ordre public. Et dans un deuxième temps, à la fin de l'Empire romain, va apparaître donc dans le droit du Bas-Empire, vont se multiplier les baux à long terme. Donc c'est lié à une situation économique et politique. Donc l'extension des frontières de l'Empire va multiplier les situations où des exploitants sont amenés des fermiers à obtenir des baux à long terme pour exploiter des terres qui étaient en friche. D'une part, on a besoin de mettre en culture ces terres alors que les frontières de l'Empire s'étendent, et d'autre part, il s'agit aussi dans des périodes de troubles politiques, d'attacher des individus à des terres de manière durable, de telle manière que des particuliers ou des institutions puissent récupérer une redevance régulière, donc les institutions ou les particuliers qui vont être propriétaires de ces biens. Donc ces baux à long terme, ils vont prendre plusieurs noms. Dans le cas des municipes, on va parler d'ager vectigalis. Dans le cas des propriétés privées des empereurs, on va parler d'un ius perpetuum. Et puis on y arrive, dans le cas des particuliers, des citoyens, propriétaires d'une terre, qui vont la concéder à long terme à un exploitant, on va parler d'amphithéose. Donc l'amphithéose, l'origine du terme est grecque, ça signifie planter, donc ça se rapporte comme je le disais, au fait qu'initialement le contrat a été souvent utilisé pour mettre en culture des terres qui étaient en friche. Et donc ce contrat d'amphithéose, il va être utilisé donc, notamment en Afrique du Nord à partir du IIIe siècle, se multiplier, et finalement l'ensemble des baux à long terme dans les compilations justiniennes vont être souvent qualifiés d'amphithéose. Il va y avoir au Bas-Empire une fusion, une assimilation, disons, de l'ensemble des types, l'ensemble des fermages à long terme sous cette dénomination d'amphithéose. Et donc pour finir sur le droit romain qui va être utilisé par Pierre Régis dans sa réflexion, l'amphithéose est donc fait l'objet est réglementé par l'empereur romain d'Orient Zénon, probablement en 476, donc l'année qu'on associe traditionnellement à la chute de l'Empire romain d'Occident. Et les constitutions de Zénon précisent quelque chose d'assez particulier à propos de l'amphithéose qui va beaucoup intéresser les juristes médiévaux. C'est qu'il ne s'agit ni d'une vente ni d'une location, mais de ce qui est qualifié d'un ius tertium, un troisième droit, qui a donc dès les constitutions de Zénon déjà un caractère hybride. Et les différents fragments des compilations justiniennes, entre le Code, le Digeste et les Instituts, hésitent déjà quant à la nature du droit que l'exploitant ou l'amphithéote va exercer sur le bien qu'il exploite, puisqu'il est parfois qualifié de fundorum dominus, c'est-à-dire de propriétaire des fonds, tandis que d'autres fragments lui refusent ce titre. Donc la doctrine médiévale va un petit peu s'engouffrer dans cette hésitation, mais en fait elle est déjà présente pour partie
dans les compilations justiniennes. Alors donc les constitutions de Zénon décrivent le bail amphithéotique comme un bail à long terme qui est héréditaire. Le preneur, donc l'exploitant, peut aliéner son droit qu'il a sur la terre, c'est-à-dire son droit de louage en quelque sorte. Il peut lui-même le céder, le vendre à une autre personne, ce qui revient en droit romain à lui conférer un droit réel sur le bien, là où le contrat de louage traditionnel lui donnait un droit personnel, c'est-à-dire un droit, le droit personnel étant caractérisé par donc, du coup, les liens directs entre l'exploitant et le propriétaire, et le droit réel, en revanche, lui consacre un droit que le preneur, l'exploitant, a véritablement sur le bien qu'il exploite. Donc c'est un droit qu'il va pouvoir donc, transmettre à ses héritiers, et c'est un droit également qu'il va pouvoir vendre à son tour. Et donc les constitutions de Zénon qui concernent l'amphithéose ne vont pas beaucoup plus loin. Elles laissent beaucoup de liberté au contractant et elles précisent simplement qu'en cas d'aliénation, c'est-à-dire de vente de son bien par l'amphithéote, de son droit sur le bien par l'amphithéote, dans ces cas-là, le propriétaire du fonds va recevoir 2% de la valeur de l'achat. Et donc c'est à peu près, ça ne va pas beaucoup plus loin, les constitutions de Zénon ne précisent pas. Donc elles précisent également qu'une redevance annuelle est due par l'exploitant, et cette redevance est appelée, une redevance qui est appelée canon. Et alors maintenant, on s'approche de Pierre Élie, et on fait un saut de quelques siècles, et on arrive au XIVe siècle, et donc à ce moment-là, les droits et les contrats sur les biens fonciers se caractérisent par des disparités régionales assez fortes, donc qui se retrouvent à la fois dans les actes de la pratique et dans les coutumiers. C'est pas le même type de contrat et c'est pas le même type de rapport de force non plus nécessairement entre les preneurs et les bailleurs d'une part. Et puis également, cette société, on le sait, au XIVe siècle, elle va se caractériser du point de vue des droits de bien par un émiettement des droits qu'une multiplicité d'individus vont pouvoir exercer sur un même bien. C'est-à-dire que par opposition au droit romain initial, qui se caractérisait justement par la propriété quiritaire qui était exclusive et qui liait directement un bien à un individu, on a au XIVe siècle cet émiettement de propriété, cet émiettement de droit sur un même bien foncier qui fait que des acteurs multiples, notamment ecclésiastiques, vont pouvoir exercer des droits de nature différente sur une même terre. Et puis enfin, ce qui caractérise la société qu'a connue Pierre Élie au XIVe siècle, c'est également une confusion relative entre les droits réels, le droit exercé sur les choses, et les prérogatives judiciaires, puisque le propriétaire d'un fonds va assez fréquemment pouvoir exercer également des prérogatives judiciaires, être le juge en cas de litige, par exemple, entre les différents exploitants avec qui il est lié de manière contractuelle. Donc ce qui va intéresser Pierre Élie, sans doute, et ses prédécesseurs, c'est que par rapport à la société dans laquelle ils vivent et qui se caractérise donc par cette multiplicité d'acteurs autour des biens fonciers, dans le droit romain, l'amphithéose va répondre un petit peu à leur besoin de caractériser cette société. D'une part parce que ce sont des baux fonciers héréditaires, donc ça va être le cas beaucoup notamment donc dans la France méridionale, c'est-à-dire qu'on parle de tenure, de censive, d'acapte, puisque les vocabulaires sont très très différents, ou qu'on parle d'amphithéose, puisque le terme lui aussi apparaît dans les actes de la pratique, sous l'influence du droit savant. Dans tous les cas, ce sont souvent donc des tenures héréditaires et pour lesquelles l'exploitant du bien va pouvoir à son tour mettre son droit sur le bien en louage ou le vendre. Et c'est quelque chose qui paraît difficilement compatible par rapport au droit de propriété quiritaire. En revanche, l'amphithéose était pour le coup un mécanisme juridique qui est apparu déjà au glossateur dès le XIe et XIIe siècle,
comme susceptibles de décrire et de régler les litiges qui pouvaient naître dans ces baux fonciers héréditaires. Voilà, donc Pierre Élie au XIVe siècle, à la suite d'autres auteurs, à la suite des glossateurs notamment, donc va s'attacher à décrire cette institution qu'est l'amphithéose issue des compilations justiniennes. Et par ailleurs, et c'est une des principales caractéristiques du texte, il va y adjoindre un appendice, en quelque sorte, consacré au fief. Et j'en ai presque fini là pour cette première présentation, mais ce qu'il est important, c'est que le texte, dans la tradition manuscrite, apparaît toujours, même si on va voir qu'il y a beaucoup de variantes textuelles, il apparaît toujours avec un cœur en quelque sorte commun, qui est et avec toujours le même plan. Donc il y a d'abord 24 points qui présentent l'amphithéose, puis une série de questions qui constituent l'essentiel du traité. Et puis enfin, il y a cet appendice sur les fiefs, dans lequel, mais on va en reparler, Pierre Élie s'attache à différencier le fief, donc la tenure en fief, de l'amphithéose, donc tout en les rapprochant. Donc il est conscient du rapprochement assez évident qu'il peut y avoir entre, d'une part, l'institution romaine de l'amphithéose et les tenures en fief, mais en même temps, il s'attache à montrer qu'en droit, ces deux types de baux ne sont pas équivalents. Alors peut-être que dans un premier temps, je peux arrêter là. Oui, tout à fait. Merci pour cette première présentation. Et puis on va entrer un petit peu avant dans quelques aspects particuliers. Peut-être faut-il commencer par nous dire ce qu'on peut connaître de l'auteur, de Pierre Élie, de ce docteur Tolosanus du XIVe siècle. Une vie relativement obscure au regard de la documentation que l'on a pu réunir, que vous avez pu réunir, mais une œuvre multiple, et c'est ce qu'a révélé la recherche, qui a montré une production qui crée une certaine surprise par son abondance et sa diversité. Oui, alors dans le cadre de ce travail, je n'ai pas apporté d'éléments biographiques nouveaux sur Pierre Élie, en dehors de ce qu'on pouvait, des quelques informations qu'on peut glaner dans les explicites des manuscrits. Monsieur Arabert l'a dit, les principaux éléments biographiques nous sont connus grâce aux travaux d'Henri Gilles. Donc Pierre Élie, on sait qu'il a été à la fois professeur de droit à Toulouse au XIVe siècle, et on sait qu'il a eu une activité de jurisconsulte, puisque on a de sa main, puisqu'il y a même une souscription autographe, une consultation en faveur de la ville d'Albi, dans laquelle donc, il a rédigé avec un autre juriste toulousain qui s'appelle Dominique Beluga. Et donc c'est cette consultation en faveur de la ville d'Albi qui était donc en procès avec l'évêque de Narbonne, c'est pas le sujet, mais donc elle date de 1346. Et pour cette même année 1346, on a une répétition, c'est-à-dire un cours extraordinaire sur une loi qui s'appelle la loi Hoc Edicto, et ce qui laisse penser vraisemblablement qu'il s'agit donc de la même personne, d'une part, et d'autre part, on sait également que cette même année, il y a un Pierre Élie qui est juge des causes d'appel pour l'archevêque de Narbonne. C'est probablement aussi la même personne, puisque c'est un cursus honorum assez classique chez les jurisconsultes toulousains, d'aller faire après d'aller utiliser leurs compétences à Narbonne. Quoi qu'il en soit, ce sont les seules dates dont on dispose, puisqu'en réalité, il y a un autre Pierre Élie qui est qualifié donc de licencié en droit à Montpellier au début du XIVe siècle, mais il s'agit probablement d'un homonyme. Et après, on dispose d'une multitude de manuscrits qui vont attribuer des textes à Pierre Élie sans qu'on sache toujours d'ailleurs de manière certaine, d'une part si l'attribution est correcte ou erronée, et d'autre part s'il s'agit bien de notre juriste qui a prononcé, donc qui a réalisé cette consultation en faveur de la ville d'Albi. Quoi qu'il en soit, une tradition manuscrite
importante, puisque effectivement l'ensemble de ces œuvres est transmise dans pas moins de 30 manuscrits, ce qui n'est pas évidemment comparable avec la tradition manuscrite pour des juristes comme Bartol, mais ce qui me met au même niveau d'autres juristes qui ont eu une historiographie beaucoup plus importante, comme Jean Faure ou Pierre James. Et oui, en fait, 30 manuscrits, c'est pas si mal que ça pour ce juriste qui finalement, par ailleurs, n'a pas fait l'objet d'une historiographie abondante. Alors la plupart de ces manuscrits, en tout cas tous ceux qui nous ont transmis le traité sur l'amphithéose, datent du XVe siècle. Donc du coup, entre 50 et 100 ans après sa mort, et témoignent de l'intérêt qu'on a eu à ce moment-là pour ce traité sur l'amphithéose et sur les fiefs. Pierre Élie n'a pas écrit que ce traité. D'autres œuvres nous sont parvenues. Alors, il a écrit sur les modes dérivés d'acquisition de la propriété en droit romain, donc prescription, usucapion. Il a écrit également sur l'action publicienne, qui est un édit du prêteur qui va accorder des protections à un propriétaire qui est propriétaire mais avec un vice de forme. Il a également écrit sur les prétentions à l'héritage de la fille dotée qui donc a s'est engagé par serment à ne pas récupérer cet héritage. Il a également, et il y a plusieurs manuscrits témoins de ce texte, écrit sur les juridictions, à travers un texte qui s'appelle De Mero et Mixto Imperio. Il a également rédigé, même si là l'attribution est plus incertaine, un traité du droit de la guerre sur donc, le droit des otages lors d'un conflit. Et puis on a également de lui, mais de manière éparse, des gloses au digeste et au code, donc deux textes, des compilations de Justinien, qui sont donc issus de son cours ordinaire à l'université de Toulouse, mais on ne dispose pas de sa lectura véritablement au code ou au digeste, de l'ensemble de son cours, qui d'ailleurs semblait avoir disparu assez rapidement, puisque Guy Pape, un juriste au début du XVe siècle, regrette déjà qu'il n'arrive pas à mettre la main sur la lecture du digeste par Pierre Élie. Donc il a eu une certaine notoriété au XVe siècle, essentiellement pour son traité sur l'amphithéose, mais après, effectivement, il va disparaître des mémoires parce que son œuvre ne va pas être imprimée. Contrairement à celle de beaucoup de ses contemporains, il ne va pas avoir les faveurs de l'impression. Et donc l'œuvre d'impression humaniste au XVIe siècle des romanistes médiévaux va laisser Pierre Élie de côté. Et c'est ce qui explique aussi, je pense en grande partie, le fait qu'il a été un petit peu après, par ailleurs, plus tard, oublié par l'historiographie. Oui, tout à fait. C'est un élément important de la connaissance des juristes médiévaux, qui est bien connu, mais je pense à, ça a été exposé ici, le lancement de la base de l'IRHT, Pascal Bourgain en est à l'origine, qui s'appelle FAMA et qui essaye de mesurer le succès des œuvres médiévales au regard des manuscrits conservés, avec en effet les surprises que l'on rencontre. Alors là, il ne s'agit pas seulement d'œuvres de juristes, bien entendu, il s'agit de la littérature médiévale dans son ensemble, et en effet, on rencontre ce genre de surprise qui est que certains auteurs très connus ont bénéficié d'une diffusion limitée en manuscrit, et à l'inverse, une diffusion consistante se rapportant à des auteurs qu'on connaît très mal. Mais il y a, et ça c'est très important, vous l'avez dit, il y a en quelque sorte, pour la période médiévale et la fin de la période médiévale, ce que je dirais être une deuxième stabilisation du droit, enfin de la science du droit, la première étant sans doute la glose d'Accurs, quand on a effectué en quelque sorte la synthèse de tout le travail des premiers glossateurs, et il y a une deuxième stabilisation, enfin, si je peux l'appeler ainsi, qui est celle de l'impression. Et là il y a un tri, en effet, chez les imprimeurs libraires, chez les éditeurs. Parmi les juristes médiévaux, il y a ceux qui passent la rampe de l'impression et ceux qui ne la passent pas. Oui. Comme la somme du Guccio qui effectivement fait pas partie Oui.
des impressions, Oui, alors qu'elle absolument. était largement diffusée sous forme manuscrite. Excellent exemple, et d'un canoniste qui a une influence profonde, ne serait-ce que même pour le droit du mariage, mais pas seulement. Et donc des auteurs comme Jean Faure ou Guy Pape, par exemple, hein, qui sont des auteurs tout à fait importants, mais eux mais qui pouvaient ne pas être forcément considérés comme des juristes de premier plan, eux ont passé la rampe, hein, et s'en sont trouvés donc évidemment davantage connus que la postérité. Alors, on peut poursuivre nos échanges en se focalisant désormais sur le traité sur l'amphithéose, sur les caractères de ce traité, enfin, appelons-le ainsi, mais le terme même de traité peut et a pu, dans votre étude, prêter à discussion. Et donc, interrogeons-nous sur les conditions d'écriture et sur la genèse du texte, au regard donc des conditions universitaires, et aussi sur ce terme de traité et du genre monographique. Et il fallait que cette question soit posée parce qu'elle est cruciale à ce moment-là, et elle est posée dans le livre. Oui, c'est-à-dire que on parle de traité parce que c'est ainsi que l'ensemble de la tradition manuscrite qualifie le texte. Donc, aussi bien dans les incipites que les explicites, le texte est appelé Tractatus, Tractatus de Iure Amphitheotico, ou Tractatus de Feudis, pour la partie donc sur les fiefs. Et donc ça traduit le traitement un petit peu systématique que Pierre Elie fait du sujet, à rebours d'un cours ordinaire de droit civil qui, lui, suivent l'ordre des compilations justiniennes. C'est-à-dire que c'est extrêmement réglementé par les statuts des universités. Les professeurs en droit vont commenter dans un certain ordre, chaque année, une partie du digeste ou du code de Justinien. Et donc à côté de ça, de ce commentaire explicatif des textes des compilations justiniennes, il va y avoir, à partir du XIIIe siècle, de manière assez isolée, puis davantage au XIVe et XVe siècle, de manière plus systématique, des ouvrages monographiques, comme c'est le cas ici, qui vont traiter de manière systématique d'un sujet. Alors donc c'est le cas du traité sur l'amphithéose, et en même temps, en réalité, la genèse du texte est incertaine, mais ce qui est certain, en revanche, c'est qu'au départ, il s'agissait d'une répétition. Donc le cours à l'université est organisé en cours ordinaire et en cours extraordinaire. Donc les cours ordinaires, c'est ce dont j'ai parlé, c'est une lecture expliquée du Corpus Jurisci Vilis, des compilations justiniennes. Et puis à côté de ça, il y a des sessions extraordinaires où les professeurs de droit civil peuvent traiter d'une matière en particulier. Et soit ils peuvent traiter de matière en particulier, soit ils peuvent traiter d'une loi. Et en fait, c'est dans ces cas-là, on qualifie ces cours de répétition, c'est-à-dire qu'une loi qui est soit particulièrement complexe, soit particulièrement intéressante, va faire l'objet du cours extraordinaire. Donc là, qui se fait en présence de tous les étudiants de l'université. Et on parle de répétition, et donc en fait le traité sur l'amphithéose de Pierre Elie est une répétition sur le code, le titre 466 du code de Justinien, qui en fait reprend la constitution de Zénon consacrée à l'amphithéose. Donc si on parle de traité, en fait au départ il s'agissait d'une explication de cette loi, et qui après a été retravaillée vraisemblablement d'abord par Pierre Elie, puis par les copistes successifs, jusqu'à ce qu'on aboutisse à cette présentation qui a un petit peu gommé le fait qu'au départ, il s'agissait quand même d'une explication particulièrement longue et assortie de questions, donc des questionnes, qui permettent de mettre en exergue et de dépasser les contradictions qu'il peut y avoir dans la loi. Mais au départ, c'était bien l'explication de cette loi. Et c'est effectivement aussi un des enseignements de cette édition, de voir que la tradition manuscrite va progressivement essayer, pour des raisons qui nous échappent, mais peut-être parce que
ça assurait davantage de circulation ça éveillait davantage d'intérêt pour l'œuvre, en tout cas, va faire circuler cette œuvre en la qualifiant de traité, donc plus de répétition, et en gommant dans l'incipit du traité, ou de la répétition, justement, les marques du cours initial sur la loi, sur le titre 466, donc De Iure Emphytéotico, du code, donc la constitution de Zénon. En fait, c'est pour... on a projeté ici l'un des témoins manuscrits. Alors, c'est pas le manuscrit utilisé pour manuscrit de base pour l'édition, mais peu importe, c'est l'un des témoins. Donc, c'est un manuscrit conservé à Salamanque, la bibliothèque de Salamanque, et qui est donc représentatif parce que l'incipit est assez semblable en fonction dans les différents manuscrits. Et oui, d'ailleurs, il ressemble beaucoup, même si ce n'est pas celui qui est sur la couverture. Et donc ça commence effectivement Circa istam materiam ascendum quondum habemus emphytéosim. Et donc sur cette matière, il faut savoir que nous avons l'amphithéose. Donc on voit plus, au départ, les répétitions, elles, commençaient par mentionner la loi, et puis après, donner ce qu'on appelle un ordo legendi, c'est-à-dire aller détailler l'ensemble des points qui allaient être soulevés dans la répétition. Donc c'est un exercice qui était très cadré. Et puis en réalité, ce début, qui aurait dû être celui du texte, a disparu dans la tradition manuscrite. Et on a maintenant cette présentation qui va un petit peu directement à l'essentiel et qui a enlevé le formalisme qui était lié au cours et au caractère universitaire d'une leçon qui au départ était orale. Donc c'est vrai que il faut être conscient d'une part que le texte tel qu'il nous apparaît est issu d'un cours mais qui ensuite a été retravaillé, sans doute par Pierre Elie mais aussi par d'autres professeurs. Et qu'ensuite la tradition manuscrite est très disparate puisque c'est quelque chose qui est aussi, c'est un des enseignements de cette édition, et en réalité il n'y a pas pléthore d'éditions de textes juridiques médiévaux. C'est de voir effectivement tous les ajouts successifs qui vont être apportés par la tradition. Donc dans le cas du traité sur l'amphithéose, on a 7 témoins manuscrits et ils présentent tous d'abord une longueur qui est assez différente. Donc on a un texte minimal, et puis on a des paragraphes qui s'ajoutent en fonction des manuscrits, qui sont vraisemblablement des ajouts effectués par des copistes ou par des étudiants au moment lorsqu'un autre maître commentait à son tour le traité de Pierre Elie. Alors comment on sait que c'est une répétition ? Parce que, en fait, un peu plus bas, il est indiqué que ce qui permet donc de dire en l'occurrence, que l'amphithéote a le domaine utile et que le propriétaire a le domaine direct, c'est que c'est indiqué dans cette loi en particulier, donc dans ce titre, dans la 2e et la 3e loi. Et donc, en fait, il n'est pas fait mention du titre initialement. Donc, ce qui montre qu'en réalité, au départ, il devait y avoir une présentation qui était différente et que, après, la tradition manuscrite a enlevé la référence au titre qui était commenté initialement par Pierre Elie, mais a laissé ensuite l'allégation juridique qui dit c'est sur ce titre qu'on travaille. Donc après, on le devine assez aisément qu'en fait, ça parle donc de la constitution de Zénon, mais c'est sous-entendu dans le texte tel qu'il nous apparaît aujourd'hui. Voilà. Ces questions sont importantes pour plus globalement, s'agissant donc du genre pratiqué, sur la généalogie du traité comme genre monographique, et dont on peut en effet déterminer, comme on le voit bien ici, deux branches de cette généalogie: la répétition, le cours qui porte exclusivement sur une loi ou sur un canon, si on est en droit canonique, et la question, les questions. Cette progressive constitution, qui est assez obscure en vérité, cette marche vers le genre monographique, est brouillée, et ça se voit bien aussi ici, par la terminologie, mais
ne vais pas parler trop longuement là-dessus, c'est-à-dire que le terme de tractatus, tractare, tractatus, n'est pas forcément un indicateur d'abord du genre, alors que d'autres textes qui peuvent véritablement être considérés comme des genres monographiques ne portent pas cette terminologie, mais il apparaît, je peux regarder pour le droit canonique et pour les œuvres monographiques de canonistes français des XIVe et XVe siècles, il y a une montée en puissance en quelque sorte du genre du traité, et avec une apposition du terme au XVe siècle qui devient un peu plus courante. Et là, il est significatif d'ailleurs que, je crois que vous l'avez dit, hein, les manuscrits que nous avons conservés du traité sur l'amphithéose sont tous du XVe siècle. Hein, oui. Alors que, rappelons-le, c'est une œuvre du XIVe siècle. Donc cette histoire, cette étude porte aussi une pierre à cette histoire. Ça accompagne aussi, de manière plus générale, l'affranchissement progressif qui est celui des commentateurs. Donc après l'école des glossateurs qui, du XIe au XIIIe siècle, première école de juristes médiévaux qui vont effectuer une glose des compilations justiniennes en essayant d'expliquer les différents termes. Après, à partir donc fin XIIIe et puis XIVe, XVe siècle, on se détache progressivement de cette glose, après la grande glose d'Accurs, et ça laisse la place à la circulation d'une réflexion, effectivement en abordant les questions non plus directement depuis les textes justiniens, mais sous l'angle d'un sujet finalement. Alors, une question qui est liée, d'ailleurs il y a un sous-chapitre du livre qui s'appelle « Redéfinir la notion d'auteur », mais on a déjà parlé de cela, d'une sorte d'écriture à plusieurs mains. Alors cette question a dû être posée aussi pour des raisons d'ecdotique, de choix de l'édition. Il s'agissait d'un texte qui pouvait être considéré comme relativement court, et donc il y avait la question du parti pris, et le parti pris que vous avez adopté, c'est le parti pris de l'exhaustivité, c'est-à-dire de reprendre à la fois le fond du texte et les questions qui se sont agrégées au fur et à mesure, dans des conditions que nous connaissons mal, mais qui sont différentes selon les manuscrits. Mais évidemment, ça débouche sur une réflexion sur l'auteur incertain, d'une certaine manière. Oui, c'est-à-dire, comme on l'a dit, c'est une œuvre composite. Alors parfois, les ajouts sont faciles à identifier, parce que en marge des manuscrits, la réflexion est attribuée à un juriste. Donc par exemple, dans un manuscrit, on a systématiquement Jean Agulon à côté des paragraphes qui sont associés à l'opinion de Jean Agulon sur le sujet. Et donc on peut comprendre assez aisément dans ces cas-là que le copiste, à un moment donné de l'histoire de la tradition de ce texte, a eu lors d'un cours sous la main d'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière orale ou textuelle, l'opinion de Jean Agulon sur ces différents points concernant l'amphithéose, il les a insérés dans le corps du texte. Donc en indiquant systématiquement que mais Jean Agulon pense ça, Jean Agulon pense ça, Jean Agulon pense ça. C'est pas le cas de la majorité des questions en fait qui sont soulevées donc dans le corps du texte. La plupart du temps, il s'agit d'ajouts. Alors, soit on arrive à identifier l'auteur, par exemple Guillaume Durand ou Martinus des Fano, parce qu'en comparant, on voit bien qu'effectivement, c'est exactement mot pour mot l'opinion de Martinus des Fano, Guillaume Durand, avec les mêmes allégations juridiques. Mais dans la plupart des cas, on n'arrive pas trop à savoir véritablement qui est l'auteur des ajouts. Ils sont rarement explicitement indiqués. Donc, effectivement, il ne faut pas s'imaginer d'une part que c'est une œuvre de cabinet, c'est-à-dire où on aurait Pierre Élie qui tout seul écrirait à la lueur d'une chandelle le traité, mais c'est aussi une œuvre qui vraisemblablement a servi de support à une actualisation des connaissances sur l'amphithéose au fur et à mesure que
que les décennies passées, et que les juristes continuent à se pencher sur les liens entre l'emphytéose et le fief, à la fois sur un plan doctrinal, mais aussi dans les actes de la pratique tels qu'ils les observaient. Oui, alors ça fournit en effet une transition, ça nous fournit une transition pour engager une petite discussion sur le fond de ce traité et justifier le titre emphytéose et fief, et avec le maintien clair de cette différence et la volonté de traiter des deux en regard, en quelque sorte. Alors on comprend bien, vous l'avez dit, que on avait trouvé dans l'emphytéose du Bas Empire le moyen de comprendre les beaux fonciers héréditaires en général, dans un contexte qui était, comme vous l'avez rappelé, de la disparition de la propriété à la romaine, la propriété exclusive. Mais ensuite, on voit bien aussi que la tentation avait été forte, par ailleurs, d'utiliser l'emphytéose pour essayer, en quelque sorte, de tourner autour du fief, parce que, pour dire des choses un peu générales que tout le monde connaît sans doute ici, la grande difficulté des juristes médiévaux dans leur volonté d'appréhender le monde le monde contemporain, c'est qu'ils veulent le faire avec les instruments du droit romain, autant que faire se peut, et en un mot, faut-il le rappeler, les instruments normatifs et juridiques d'une société disparue, celle de l'ancienne Rome. Et donc la tentation était forte aussi d'user de l'emphytéose à la mesure où il fallait qualifier à la fois donc la tenue roturière, enfin si je peux l'appeler ainsi, la tenue noble, et tout cela évidemment ne figurait pas dans le droit romain. Donc l'emphytéose fournissait un support qu'il fallait un peu triturer évidemment, mais il y avait disons-le comme ça, une détention de longue durée, mais devenue héréditaire, des droits d'entrée, droits de prélation, lots et ventes, etc. Bon, ça concerne surtout les tenues roturières, mais voilà, un instrument qui pouvait servir et qui a servi aussi, précisons-le, dans le cadre d'une féodalité méridionale particulière, où ces distinctions-là étaient peut-être moins nettes qu'ailleurs. N'oublions pas qu'à Toulouse, il existait un fief roturier, avec des hommages serviles. Et c'est là qu'on voit, quand on essaye quand on fait ces rapprochements, combien, là on y insistera, je pense, aussi un peu en conclusion, sur le fait qu'il s'agit bien là d'un ouvrage de doctrine, mais qui est en prise avec une certaine réalité qu'on veut qualifier et dont les actes de la pratique tiennent compte dans la mesure où ils en utilisent les termes. Mais, pour revenir à la question qu'on avait commencé d'évoquer ensemble, finalement, cette mise en regard fief et emphytéose conduit, dans l'esprit de Pierre Elie, à quelle volonté de distinction? Alors, c'est toute la question qui est celle de son traité. Comme vous l'avez rappelé, si l'ensemble de la tradition manuscrite, malgré toutes ces divergences, a retenu systématiquement ce plan, c'est-à-dire que le traité sur les fiefs aurait très bien pu circuler de manière isolée du traité sur l'emphytéose, et on trouve systématiquement dans tous les manuscrits l'emphytéose, les questions et puis le traité sur les fiefs. Donc c'était vraisemblablement, si ce n'est dès le départ, sinon très vite après le cours initial, la répétition de Pierre Elie, ça a été très vite l'intention de rapprocher les deux institutions, et c'est comme ça que ce texte a eu du succès. Alors, le plus simple pour la partition naturelle qui viendrait intuitivement, c'est celle d'une emphytéose qui serait principalement économique, qui serait celle d'une tenure dont l'enjeu principal est pour le propriétaire de percevoir une redevance.
Et de l'autre côté, on aurait un fief qui serait plus politique, plus aristocratique, et qui donc décrirait le bien remis au vassal noble par un suzerain noble aussi, contre un service militaire. C'est en partie vrai dans le texte de Pierre Elie, même si c'est pas si net que ça. Alors, d'abord, effectivement, il y a une amphithéose qui est très présente dans les actes de la pratique méridionaux, c'est-à-dire qu'à partir du XIIe siècle, le terme d'amphithéose va commencer à être utilisé dans les actes notariés pour décrire des tenures, pour décrire des baux fonciers. Mais on a aussi une concurrence avec, dans les actes notariés, la présence des termes de fief, puisqu'il y a cette institution du fief roturier qui n'est pas toujours, dans les actes de la pratique, si distincte des amphithéoses. C'est-à-dire qu'on peut avoir des actes, des baux, des contrats, qui dans les termes sont identiques, mais qui peuvent être qualifiés dans le contrat soit de fief, soit d'amphithéose. Donc il y a déjà une confusion dans les actes de la pratique contemporaine à Pierre Elie, et c'est aussi donc le travail de Pierre Elie d'essayer de faire les distinctions entre les deux. Alors les points communs dans le traité entre l'amphithéose et le fief, il y en a énormément. Ça va être dans les deux cas, Pierre Elie dit qu'il s'agit que le contrat, qu'il s'agisse du contrat d'amphithéose ou du contrat vassalique, c'est comme ça qu'il parle dans son traité sur les fiefs, contrat d'amphithéose, contrat vassalique. Donc dans les deux cas, il s'agit d'immeubles frugifères. Les contractants sont des hommes libres. Le preneur a joui donc ce qu'il appelle du domaine utile, tandis que le propriétaire va garder ce qu'il appelle la directe, on en reparlera peut-être. Et surtout, c'est un contrat qui est héréditaire dans les deux cas. C'est-à-dire que Pierre Elie fait ainsi le rapprochement. Le preneur, donc amphithéote dans un cas, vassal de l'autre, a un droit qu'il va pouvoir transmettre à ses héritiers. Et c'est un droit qui va également pouvoir aliéner, puisque sous réserve que le propriétaire, donc qui est toujours dans les deux cas, le propriétaire est qualifié de dominus, c'est la terminologie romaine. Le propriétaire de l'amphithéote, du bien amphithéotique, est dominus, mais le propriétaire du fief est également dominus, donc là on a plus envie de traduire par seigneur dans ces cas-là en réalité. Mais dans le texte, qu'il s'agisse du seigneur féodal ou qu'il s'agisse du propriétaire d'une terre cédée en bail amphithéotique, le terme est le même. Donc déjà, c'est dominus à chaque fois. Donc il y a cette confusion. En tout cas, cette proximité terminologique. Et donc le preneur va pouvoir même vendre son droit, aussi bien dans le contrat vassalique que dans le contrat amphithéotique. Il va pouvoir vendre le droit qu'il a sur le bien à un tiers, s'il le souhaite, sous réserve qu'il y ait un accord du dominus, du propriétaire ou du seigneur, comme vous le souhaitez. Donc ça fait beaucoup de points communs, et puis après, il y a également un certain nombre de divergences. Alors la première, c'est que l'amphithéote doit une redevance, qui peut être une redevance soit en numéraire, soit matérielle. Il y a une des questions qui prend l'exemple d'un amphithéote qui doit deux chapons chaque année, qui ramène au propriétaire en guise de paiement du travail qu'il peut faire donc sur le bien, sur la terre. Et tandis que le vassal, lui, va devoir ce que le traité qualifie d'un servitium, donc d'un service, mais dont il ne précise pas la nature. Donc on ne sait pas si c'est un service systématiquement militaire. Il n'est pas fait mention de la nature de ce service. Donc ça pourrait, dans le cas d'un fief roturier, à la limite, constituer par ailleurs donc un service, c'est-à-dire un service d'exploitation de la terre à l'image du servage, dans lequel en fait le serf va aller travailler sur la terre de son seigneur en guise de service au lieu d'une redevance pécuniaire. Donc d'un côté on a la redevance de l'amphithéote, de l'autre le service du vassal, mais quand même on penche dans le texte à certains moments pour un caractère plus aristocratique du fief, puisqu'il est fait mention que le fief est donné par amore domini, donc par amour ou amitié de la part du seigneur. Donc ça c'est quelque chose qui fait quand même plutôt pencher une interprétation en faveur d'un fief aristocratique plutôt que d'un fief roturier chez Pierre Elie. Une autre divergence dans le même sens, c'est que le vassal doit un serment de fidélité
que ne doit pas l'amphithéote. Et le bien amphithéotique peut être hérité par des filles, et ce n'est pas le cas du bien vassalique. C'est-à-dire que l'amphithéote peut transmettre son droit à ses filles, parce que le texte dit qu'elles seront à même d'exploiter et de valoriser le bien aussi bien que l'amphithéote initial, tandis que le texte dit que dans le cas du fief, les filles ne pourront pas récupérer le bien, hériter du bien du vassal, enfin du droit que le vassal exerce sur le bien, parce qu'elles ne seront pas capables de fournir le servitium, je ne sais pas, de la même manière que le faisait le vassal initial. Donc ça, ce sont des éléments qui font quand même penser effectivement à une division dans lequel l'amphithéose est un contrat avec des enjeux principalement économiques, tandis que le fief constitue le contrat vassalique, tel que l'appelle Pierelli, constitue un contrat dans lequel les éléments personnels et les éléments de dépendance entre le seigneur et son vassal sont plus importants que dans le contrat amphithéotique. Il est également fait mention du fait que dans le fief, contrairement à l'amphithéose, le dominus va pouvoir exercer un pouvoir de nature judiciaire, puisqu'il va connaître les causes, les litiges qui pourraient survenir entre ces différents vassaux. Et le texte précise que ce n'est pas du tout le cas pour l'amphithéose. Donc là aussi, ce sont la réflexion de Pierelli sur les fiefs est largement inspirée par les Libri Feodorum, qui sont une compilation de textes lombards du XIIe siècle, qui vont décrire et caractériser sur un plan juridique les fiefs. Donc les Libri Feodorum sont les livres des fiefs. Et donc, sans grande originalité, Pierelli tire assez largement sa matière donc, pour sa réflexion de ces Libri Feodorum, et donc il reprend quand même ces différents éléments, sont largement repris de cette source textuelle. Le texte ne parle pas d'hommage, donc disons qu'il y a des éléments des Libri Feodorum, et puis il y en a d'autres qui semblent un peu manquants, et qui, disons que l'opposition entre les deux est quand même chez Pierelli moins systématique qu'on pourrait l'imaginer si on imagine un fief qui serait effectivement tel qu'il est décrit dans la société féodale de Marc Bloch, la contrepartie d'un service militaire, etc. Donc il y a beaucoup de rapprochements en fait dans le texte, même si là j'ai mis en exergue principalement les différences. Et puis il y a quand même effectivement ces différences. Pierelli indique aussi que le fief constitue un enjeu plus important que l'amphithéose. Donc là aussi, ça plaide pour l'idée que c'est un fief quand même plus aristocratique, plus nobiliaire que roturier chez lui. Quoi qu'il en soit, effectivement, il dit que le fief représente un enjeu plus important, mais quantitativement, la partie consacrée au fief, l'appendice, est beaucoup plus courte que l'amphithéose. Donc l'importance du traité et de son appendice sur le contrat vassalique est évidente dans la mesure aussi, on peut dire cela plus globalement, que c'est une des rares contributions médiévales sur l'amphithéose en particulier, et la seule pour la France du Midi, en tout cas, ça c'est certain, mais l'intérêt n'en est que plus grand au regard de la pratique méridionale. Il faut bien voir que, enfin je reviens un peu en arrière, mais que les effets de la diffusion, de la redécouverte du droit romain par sa source qui est l'école bolognaise dans le Midi de la France, bien étudiée et très bien décrite par André Gouron dans de multiples contributions, produit un phénomène qui est une découverte d'institutions romaines, d'un vocabulaire d'abord,
Mais comme toujours, les mots attirent, en quelque sorte, attirent la chose, et c'est même là que commencent les difficultés. C'est aussi au XIIe siècle qu'on va redécouvrir dans le Midi d'abord le testament à la romaine. C'est dans le Midi qu'on va... 1119, je crois, pour la première mention, si on en croit André Gouron, les substitutions, 10 ans après, l'émancipation, autre institution romaine, la tutelle, et l'amphithéose, c'est ça aussi, c'est-à-dire que on voit apparaître le mot dans les actes, toujours avec cette incertitude, mais qui vaut aussi pour les exemples que j'ai donnés de l'adéquation exacte avec les institutions romaines auxquelles elle se rapportait. Mais quand on a tiré le mot, eh bien, on est presque obligé de tirer la chose. Et c'est cette interaction-là qui est intéressante, et ce va-et-vient avec la pratique. Donc je crois ce traité donne l'exemple. Et on va peut-être, je vais peut-être en terminer là, et pour ouvrir la parole à la discussion, en terminer sur un point sur lequel, en lisant l'ouvrage, je continue de penser qu'il faut insister, c'est que on n'a pas affaire, en tout cas dans cet exemple-là, on pourra évidemment donner des contre-exemples, mais on n'a pas seulement affaire, comme trop souvent peut-être on l'imagine, à des réflexions d'hommes de cabinet qui s'adressent à d'autres hommes de cabinet sur des conceptions abstraites qui n'intéressent qu'eux. Et d'ailleurs, le biais de la diffusion porte le contraire. Et donc, c'est aussi un regard posé sur le droit, bien sûr, mais aussi sur le monde tel que les juristes envisagent de le penser, et sur la définition des opérations juridiques sur les choses, en l'occurrence ici, puisque nous sommes dans le domaine du droit des biens. Mais l'heure étant épuisée peut-être de nos seuls échanges, pouvons-nous passer, si vous le souhaitez, à des questions, et nous vous donnons la parole. Oui. J'aurais une question, s'il vous plaît. Déjà, je voulais vous remercier pour cette présentation incroyable. J'aurais une question sur est-ce qu'on peut mesurer l'influence qu'aurait ce traité sur effectivement la différence entre fief et amphithéose dans les textes de la pratique qui sont postérieurs ou qui continuent d'être faits à la fin du XIVe et au XVe siècle à la suite de la diffusion de ce texte. Est-ce que ça a eu un effet réel et mesurable? Et moi, donc clairement, à mon niveau, la réponse, elle est très claire, c'est non. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est pas du tout quelque chose que j'ai fait dans le cadre de ce travail. Demeure la question, est-ce que c'est possible dans l'absolu? Ça, c'est plus compliqué. Oui. Parce qu'en réalité, alors on sait que le vocable amphithéose apparaît donc à partir du XIIe siècle dans les actes de la pratique. Il est clairement d'inspiration romaine, c'est-à-dire que, d'ailleurs, il commence à apparaître dans les actes de la pratique, d'abord dans la France méridionale. Et donc ce sont des notaires qui vont se former à Bologne, dans l'école de droit de Bologne, et qui ensuite reviennent en France méridionale et vont commencer à utiliser des termes de droit romain, donc notamment l'amphithéose. Mais en réalité, ce qui a bien été montré par beaucoup d'historiens, Maurice Berthe, Hélène de Bax, c'est que l'irruption du terme amphithéose ou de d'autres termes de droit romain, parfois a une influence sur les clauses des contrats, mais parfois non. C'est-à-dire que parfois on accole une terminologie romaine sans modifier les actes qui auparavant pouvaient être qualifiés de censive, de tenure, d'acapte. Alors qu'à contrario, dans certains cas, effectivement, l'irruption du terme amphithéose s'accompagne de nouvelles pratiques. Mais ces nouvelles pratiques, en plus, ne sont pas toujours directement liées au droit romain. Par exemple, dans certains cas, le terme d'amphithéose va s'accompagner d'un droit d'achat de la part de l'amphithéote. C'est-à-dire que l'amphithéote, pour bénéficier du bail, va payer une somme au propriétaire. Donc initialement, il achète son droit en fait amphithéotique, mais ça, c'est pas quelque chose qui était décrit tel quel, en tout cas, dans les constitutions de Zénon. Donc
il peut y avoir un changement, mais finalement, il n'est pas forcément en lien, enfin à la lettre, en accord avec le droit romain. Alors après, mettre en relation de manière un petit peu précise effectivement ces textes dont la genèse, on l'a dit, n'est pas toujours facile à cerner, notamment sur un plan chronologique, avec les actes de la pratique qui leur sont contemporains, je crois que c'est vraiment une gageure, mais un très bel objectif. Mais c'est très très difficile en réalité. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce que vous, pour la bonne compréhension, je crois que ce que vous venez de dire, qui est tout à fait exact, à quoi je souscris totalement, n'est pas en contradiction avec ce que j'ai eu l'air de dire précédemment, dans la mesure où, évidemment, vous l'avez bien dit, l'arsenal de mots, finalement, le réservoir de mots du droit romain sert des instruments ou des instrumentalisations parfois, mais ça ne veut pas dire, en effet, qu'il faut tomber dans une... Alors, le négliger serait une erreur, mais ça ne veut pas du tout conduire à l'idée que la science du droit et les juristes médiévaux sont en train comment dire, je m'exprime très mal, mais de produire l'arsenal normatif de la société contemporaine. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une influence des actes de la pratique sur la réflexion doctrinale, et après, effectivement, c'est difficile de mesurer l'effet inverse. Dans le cas du traité sur l'amphithéose, on voit bien, donc Pierre Elie, en réalité, c'est une des caractéristiques du traité par rapport à la glose consacrée à l'amphithéose qui l'a précédé. Il décrit tous les cas dans lesquels le seigneur éminent, le bailleur du bien, va pouvoir prononcer la commise du bien. Et donc ça, on a quand même l'impression que c'est d'une inspiration des actes de la pratique, parce que il n'est pas du tout question de ça dans les compilations justiniennes. Oui. D'ailleurs, les glossateurs, lorsqu'ils s'attachent à décrire, à expliquer les fragments des compilations qui concernent l'amphithéose, ils vont être plus fidèles sans doute au corps de droit romain, et donc ils vont lister et discuter des actions dont peut bénéficier ou non l'amphithéote. C'est-à-dire que sans rentrer dans les détails, il y a un certain nombre d'actions ou d'interdits qui permettent au preneur, à l'exploitant d'un bien dans le droit romain, de faire valoir ses droits. Et donc les glossateurs, plutôt fidèles en cela aux compilations, vont discuter des différents cas de figure en termes d'actions dont peut bénéficier l'amphithéote. Alors que là, Pierre Elie donc, écarte un petit peu ces questions-là pour effectivement s'éloigner un peu du droit romain, et puis dire voilà telle situation entre d'un côté le dominus et de l'autre l'amphithéote. Est-ce que le dominus peut prononcer la commise du bien, oui ou non? Et de ce point de vue-là, on a quand même l'impression, d'une manière ou d'une autre, d'un juriste qui à un moment donné, d'ailleurs c'est une des caractéristiques non pas de Pierre Elie seul, mais de l'école de droit de Toulouse, qui est attentif à la pratique en fait. Le droit, c'est comme la vie, c'est compliqué. Oui, je t'en prie. Bonsoir, merci beaucoup. Je ne suis pas français, alors pardon, moi, mon français. Je voudrais savoir si dans les Tractatus, il parle sur juste titulus ou il parle de situations que les personnes utilisaient la terre et autres personnes viennent et chargent. Demande pour le paiement de l'amphithéose. Il y a la question de bona fide, fait quelques discussions sur ça. De mémoire, je ne sais plus s'il y a l'expression juste titre, qui pour le coup, effectivement, occupe beaucoup les glossateurs, de savoir si... puisque derrière la question de savoir si le possesseur a un juste titre, il y a la question de savoir si le possesseur a une possession civile ou naturelle. Donc c'est quelque chose qui importe beaucoup aux glossateurs, mais alors il est question de possession civile ou naturelle chez Pierre Elie, mais de mémoire de juste titre, je ne sais pas s'il y a vraiment l'expression. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est du tout central dans son traité. Alors sur la question de la possession, Pierre Elie, par une pirouette sémantique, je ne sais pas,
sur la question de la possession de l'amphithéote sur le bien, savoir s'il a la possession civile, c'est-à-dire avec un juste titre qui lui permet théoriquement dans le droit romain d'acquérir la propriété, passer un délai d'usucapion, ou s'il a simplement une possession naturelle. Pierre-Élie dit que l'amphithéote a une possession naturelle sur le fundus, sur le bien, parce qu'il ne pourrait pas avoir une possession civile, mais qu'en revanche, il a une possession servile sur son droit amphithéotique. Voilà. Ce qui est une manière un petit peu pour lui d'éviter la question, ou en tout cas de la mettre de côté, alors qu'elle a beaucoup agité les glossateurs. Et alors sur la deuxième partie de votre question, c'était de savoir si qu'est-ce qui se passe s'il y a un usurpateur, j'ai pas compris ou... Oui, parce que la bona fide, quand l'usucapione parla... Oui, c'est les possesseurs de bonne foi. S'il discute la question de si le propriétaire de la terre il avait le droit de demander. Alors oui, effectivement, il y a aussi... Il y a aussi la question de la bonne foi, mais de manière assez anecdotique, puisque là aussi, quelque chose qui est très important chez les glossateurs, c'est ce qu'ils appellent la probatio diabolica, c'est-à-dire prouve-moi que tu es propriétaire, donc j'ai acquis le bien de telle personne, mais alors lui-même, comment fait-il pour prouver qu'il est propriétaire, etc. Et donc c'est à ce moment-là que fait éruption l'importance de la bonne foi, c'est-à-dire même quelqu'un qui a acquis a non domino, donc par quelqu'un qui n'était pas propriétaire, mais qui a acquis de bonne foi, va pouvoir bénéficier d'un droit, au moins d'interdit possessoire. Mais en fait, Pierre-Élie, là aussi, c'est pas quelque chose comme... il arrive derrière les glossateurs, et c'est pas quelque chose qui occupe beaucoup son champ de réflexion sur l'amphithéose, puisque comme je le disais, et c'est là ce qui marque un petit peu l'arrivée, la rupture avec les glossateurs, c'est que il énumère tous les cas, toutes les situations, et il essaye de voir dans quel cas le seigneur direct va pouvoir prononcer la commise, en fait. Mais les questions de corpus et d'animus, bona fide ou pas bona fide, par rapport à la possession du bien, sont très absentes du traité. Ouais. Ça Oui, Bien, merci aussi pour votre présentation. Je me posais la question de savoir si, parce que vous avez tout à l'heure signalé qu'il n'abordait pas vraiment la question de l'hommage dans son texte, est-ce qu'il aborde tout de même la question de la mise en place de l'amphithéose, et en la comparant avec celle du fief, en fait, celle du cérémoniel ou de la manière dont doit être mise en place l'amphithéose? Autrement dit, est-ce qu'il existe aussi, pour reprendre l'expression de Jacques Le Goff, un cérémoniel un rituel symbolique de l'amphithéose comme un rituel symbolique de la vassalité? Non, c'est pas une question qu'il aborde. Il précise que le vassal doit un serment de fidélité. Donc on sait dans le texte, il exige de demander du vassal de faire un serment de fidélité, et le texte dit que ce n'est pas le cas pour l'amphithéote. Donc ça laisse entendre que c'est pas effectivement, il ne doit pas y avoir de rituel particulier par rapport à la mise, la cession d'amphithéose d'un bien. Et de mémoire, le texte indique que l'amphithéose peut faire l'objet donc d'un contrat oral, l'accord oral du concédant et du concessionnaire est suffisant, mais qu'il est d'usage que ce soit l'objet d'un contrat écrit. Voilà. Donc finalement, il ménage la chèvre et le chou. Mais il n'y a pas de description de rituel, ni pour le fief, ni pour l'amphithéose. Clémentine, oui. Dans le domaine de la réception de ce texte dans les siècles suivants, est-ce que certains juristes se sont essayés à le traduire en français? Est-ce que ça a participé à sa diffusion ou non Pas. Vraisemblablement pas, non. Non, il n'a pas été traduit.
Celui qui est le mieux connu, sans doute, c'est Guy Pape, en fait. Hein. Oui. C'est Guy Pape. Guy Pape est un juriste dauphinois hein, du XVe siècle, qui a laissé une œuvre abondante, notamment beaucoup de consultations. Et c'est... Les allusions, les citations sont nombreuses. Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment le juriste postérieur qu'il a le plus... qu'il admire le plus. Qu'il admire le plus et qu'il a le plus cité, oui. Ça avait été bien remarqué par l'auteur de la monographie sur Louis Chabran. Louis Chabran, oui. Et souligné aussi par Gérard Jordanengo à plusieurs reprises dans ses études sur les feudistes. Oui. Vous avez une idée de l'échelle de la diffusion de ce texte et par rapport au nombre de témoins que vous avez à disposition? Quelle est leur répartition géographique? Beaucoup de témoins manuscrits rédigés, copiés à Toulouse en réalité, hein, puisque après ils sont partis pour une partie d'entre eux en Catalogne. On sait qu'il y a pas mal d'étudiants catalans qui sont allés à Toulouse étudier, qui ont copié des manuscrits, puis qui sont rentrés en Catalogne. Et donc effectivement, une partie des manuscrits, pour ceux d'ailleurs, les témoins manuscrits qui sont actuellement à la BNF, sont issus de la bibliothèque des rois d'Aragon, qui après est passée via Charles VIII dans la bibliothèque royale, puis dans la bibliothèque nationale aujourd'hui. Donc pas mal de manuscrits copiés. Après, même si donc dans la répartition, hein, on a à Grottaferrata, une abbaye à proximité de Rome, 3 à la bibliothèque nationale, 1 à Trèves, 1 dans la bibliothèque du capitulaire d'Urgel et 1 à Salamanque. Voilà. Mais la plupart d'entre eux ont été rédigés, quand on le sait, dans le Toulousain. Le manuscrit de Grottaferrata est celui que vous avez choisi comme manuscrit de base et qui n'était pas le plus accessible de tous. Non, mais effectivement, j'avais pu aller en faire la critique codicologique à Grottaferrata. C'était un choix qui, comme on parlait d'une institution hybride, le caractère un petit peu particulier de l'amphithéose, ni une vente, ni une location, ni un louage. Il se trouve qu'à Grottaferrata, c'est un monastère de catholiques, mais de rite byzantin. Donc c'était bien, c'est pour ça que j'ai choisi le... Non, c'est pas vrai. Oui, ça tombait bien, oui, en effet. Il y a aussi une chose sur la diffusion que je me dis à voix basse, c'est que Pierre Elie est dans la queue de la comète des doctores tolosani, hein, du type de ceux dont on a les fameux responsa édités en leur temps par Meyers. Mais c'est peut-être une fin de période, là, au milieu du XIVe siècle, des civilistes, parce qu'ensuite on commence à voir peut-être un plus grand ascendant à l'Université de Toulouse des canonistes, bon, à partir de Guillaume de Montlozun et jusqu'à Bernard de Rosier. Oui, de toute façon, au moment où Pierre Elie enseigne, donc au milieu du XIVe siècle, la majorité des étudiants sont étudiants en droit canonique, pas en droit civil. Voilà. Après qu'une autre bascule, mais au XVIe siècle, repassera, enfin à Toulouse, il faudra repasser la balance du côté des civilistes, mais c'est une autre histoire. Mais ça correspond, cette première moitié du XIVe siècle, à une période où l'Université de Toulouse a connu une forme d'âge d'or, notamment en termes de recrutement des étudiants. Donc je ne saurais plus dire à combien sont estimés. Ah, si, c'est quelque chose comme 700 étudiants qui étudient le droit civil ou canonique, et donc aussi un rayonnement et un recrutement, une sphère géographique de recrutement des étudiants qui est assez large. Donc c'est un moment où l'université a eu beaucoup de succès. Oui, Katia. Exposé, c'était très intéressant. Donc là, on a un nouvel exemple d'assimilation, de distinction entre non seulement une institution féodale et une institution de droit romain, mais aussi entre une institution privée, du droit civil, privé entre personnes, quelque part à la puissance publique, et donc ça, c'est des choses que par exemple a beaucoup étudié. Et je me demandais si dans le cas de ce rapprochement entre amphithéose et fief, on pouvait voir ce qu'on voit pour d'autres
couple privé-public, c'est-à-dire une utilisation du droit romain pour essayer de comprendre ou de conceptualiser les relations de droit public qui peuvent exister à l'intérieur d'un fief. Est-ce que la question, il y a une irruption de termes de droit romain, sans doute dans l'appendice consacré au fief. Par contre, est-ce qu'il porte sur des questions effectivement de droit public? Là, j'ai plus de mal à répondre à cette question. Dans certains cas, par exemple, les textes sur les rentes sont utilisés pour... Le droit de taxer, le droit fiscal. Donc les textes romains qui parlent de la rente sont transposés au droit fiscal, où on a ce genre d'assimilation, et donc je me demandais si ce couple servait de... Oui, en quelque sorte. En tout cas, c'est qu'il y a une assimilation très claire dans la partie sur l'amphithéose, mais Pierre Elie n'est pas le premier à le faire, puisque les textes des compilations justiniennes consacrés à ce qui s'appelle la guerre vectigalis, donc des terres qui appartenaient à des municipes, des cités, et sur lesquels les exploitants payaient un impôt. Ces fragments vont être utilisés dès les glossateurs et appliqués à l'amphithéose. Donc là, il y a une association, je ne sais pas si ça participe d'une réponse, mais effectivement une confusion, mais dès le droit en fait, du Bas Empire, entre cette question des terres publiques et de leur exploitation et des terres des particuliers. Par contre, pour la partie sur les fiefs, j'ai plus de mal à vous répondre. En fait, sur la... C'est quand même plus largement les Libri Feodorum, qui sont donc des compilations du XIIe siècle, qui vont servir sur un plan terminologique à Pierre Elie, que quand même le droit romain. Un peu quand même. Et pour cette raison-là, qui vient d'être dite, c'est que, plus globalement, enfin, je le redis. C'est que des instruments et des concepts de droit public ont été très souvent dégagés de conceptions et de règles de droit privé. En effet, un exemple a été donné, il en est d'autres. Il y a un peu de ça malgré tout ici. Il y a un peu de ça ici. Même beaucoup, sans doute. Oui, je... Est-ce que vous avez des exemples, à part Guy Pape, de juristes qui, dans une période ultérieure, auraient cité Pierre Elie? Est-ce que vous avez une idée, à partir de quand ça s'arrête? Est-ce que c'est des juristes de l'Ancien Régime? Est-ce qu'à la période révolutionnaire, on arrête complètement de le citer? Est-ce que ça s'est déjà arrêté avant? Bien avant ça. Oui, et alors Étienne Bertrand. Ah oui, Étienne Bertrand le connaît. Oui. Étienne Bertrand est un juriste du XVIe siècle, avignonnais du XVIe siècle, qui était l'objet de la thèse de Paul Ourliac, qui a laissé plus de 3000 consultations. Oui. Et de mémoire, on n'a pas d'occurrence après le XVIe siècle, en fait. Donc il disparaît très vite. Et il est victime de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le passage à l'imprimé. Mais il est plus intéressant pour ce qu'on peut, de la manière dont on peut le lire, je vais dire les choses de manière light, si j'ose dire, en regard de la pratique, que par la postérité sur la question de l'amphithéose. Vous l'avez dit, Guillaume Durand, Martinus Stefano qui ont été d'autres juristes, alors antérieurs, on est au XIIIe siècle, là, ont été lus. Jason Edelman, qui est l'auteur d'une contribution importante sur
l'amphithéose au Oui. début du XVIe siècle ne le connaît pas, ne Non. le cite pas. Non, non. Et pourtant, oui, je crois que c'est vous le dites, hein, il à son habitude, hein, Jason de Meno, c'est vraiment un encyclopédiste d'une certaine manière, il a l'habitude de citer hein, tous les auteurs qui l'ont précédé sur un sujet. Et ce n'est pas le cas. Alcia, qui était un de ses élèves, dit qu'il admirait à demi, c'était le représentant de l'école finissante pour lui reconnaissait au moins un mérite, c'est que le fait de le lire le dispensait de lire tous les prédécesseurs. Il avait un second mérite, mais on est loin du sujet, c'est qu'il avait fait monter les salaires des professeurs. Il avait été le premier à demander le double des salaires contemporains, et ça avait beaucoup servi ses successeurs. Mais on est très loin de l'amphithéose. Clore la séance. On vous remercie de votre attention. Je ne vais pas parler à la place de l'auteur et de vos questions et de votre intérêt. Oui, merci beaucoup évidemment pour votre intérêt. Merci d'avoir été aussi nombreux, parce qu'avec amphithéose dans le titre, on ne sait jamais combien de personnes vont se déplacer. Donc voilà, merci beaucoup, et puis j'ai beaucoup de plaisir à en discuter pendant ce bref moment avec vous. Merci à vous. Bonne soirée.